Vous êtes à l'Institut des Libertés et aujourd'hui je reçois Christian Combaz. Il y a des tas d'entre vous qui le connaissent. Vous savez, c'est celui qui avait l'histoire de ce village que vous avez pu publier pendant longtemps avec le célèbre lecteur du Journal du Monde. Il y avait l'abonné au Monde. L'abonné au Monde, voilà, l'abonné au Monde qui était. J'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt pendant des années et ça plaisait beaucoup parce que c'était un journal écrit sur la France profonde, quoi. La France qui a toujours existé, qui a toujours été là, qui a toujours été... Et qui est un petit peu en train de... Enfin, non, elle attend que ça tombe. Elle attend que les florescences de la sottise ça pèse. Ça pèse. Alors donc, vous êtes un provincial, vous avez vécu à Paris aussi? Alors, je suis quand même un citadin au début, puisque mon père a été nommé à Paris très tôt, j'avais 13 ans, jésuite de Paris, Sciences Po, etc. Donc, je ne peux pas tricher, j'ai eu une adolescence et une jeunesse parisienne, d'étudiants parisiens. En revanche, dès que j'ai eu mon premier livre, qui a marché plutôt pas mal, à 23-24 ans, j'ai acheté immédiatement une maison à la campagne pour montrer que c'était le monde auquel j'appartenais, et je suis redescendu presque immédiatement, et j'ai jamais bougé, ça fait 44 ans que je suis à Campagnol. Campagnol. Mais c'est le vrai nom du village? Non, j'ai donné un village, nom de village un peu contracté entre campagne et puis la terminaison Hall du Languedoc. Donc, il existe des Champagnols, mais voilà. Donc, mais vous savez que cette idée est venue d'une rebuffade des éditions Flammarion, qui, lorsque j'ai proposé le sujet, en fait, ça devait pas du tout s'appeler Campagnol, ça devait s'appeler Éloge des braves gens. Et les éditions Flammarion m'ont dit, enfin le directeur littéraire, qui était un brave bobo bien gauchisant, a dit, mais ça a une connotation fasciste, les braves gens. Ah bah quelle horreur. Voilà. Et pourquoi ça? Parce que tout simplement, les braves gens, c'est ceux dont parle Brassens dans l'esprit de ces gens. Oui. C'est-à-dire, c'est les braves gens tardifs, ceux qui n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Ah oui. Alors que quand on regarde historiquement les braves gens, depuis Napoléon, c'est ceux sur lesquels on fait la conscription, c'est des gens qui endurent beaucoup et qui ne se plaignent jamais, c'est des gens qui sont très pieux, qui sont très économes, qui sont très... bref, qui sont recommandables à tous égards, jusqu'à Zola. À partir de Zola et de l'Angélus de Millet, ils deviennent ridicules aux yeux de la presse, et en 1930, ça devient le foyer de la France pétainiste, en gros. Et après la guerre, les braves gens, les gens de l'Angélus de Millet, deviennent très peu recommandables parce qu'ils ont servi de terreau à l'arrivée du maréchal Pétain. Travail, famille, patrie, c'était pas bien vu, quoi. Voilà, c'était pas bien vu. Alors que ça reste des gens tout à fait recommandables, souvent assez lettrés. On parlait des villages tout à l'heure. Il y avait beaucoup de lettrés autrefois. Il y avait des sociétés savantes. Il y a encore des lettrés. Je suis d'origine savoyarde. Alors, spécialement dans la montagne, il y a beaucoup de gens qui lisent parce que l'hiver est rude et qu'on a que ça à faire. Et donc, on lit dans la chaleur des bêtes. Et effectivement, en Savoie, on avait beaucoup de lettrés, de gens très rusés pour leur peu de surface sociale. Et dans le Languedoc, on a un peu moins parce que quand même la vie est moins recluse. Mais il y a quand même des gens qui parlent admirablement, qui lisent et qui écrivent, surtout comme des professeurs, alors qu'ils ont fait très peu d'études. Faut dire que enfin, je veux dire une platitude, mais le certificat d'études il y a 50 ans, c'était un bac d'aujourd'hui. C'est quand même balèze pour l'avoir. Hein. C'est même meilleur que le bac d'aujourd'hui, parce que la preuve par 9, on ne peut plus l'exiger d'un bachelier, c'est fini. La règle de 3, tout ça, c'est fini. La règle de 3, même d'entre ministre des Finances. Parce que c'était qu'un hectare. Oui, alors il était ministre de l'Agriculture à l'époque. Il ne savait pas ce que c'était qu'un hectare. Vous connaissez l'histoire de ce brave Strauss-Kahn qui avait fait un discours devant des paysans qui avait levé la main et qui avait dit Monsieur le ministre, est-ce que les vaches, elles ont les cornes devant ou derrière les oreilles? Et, il ne savait pas, quoi. Il ne savait même pas qu'elles avaient des oreilles. Probablement pas qu'elles avaient des oreilles. Donc voilà. Et donc alors maintenant vous avez... Vous continuez, vous essayez toujours d'arriver de toucher Alors, il ne faut pas non plus, surestimer cette population rurale. Quand on parle d'elle dans les journaux à Paris, on est parfois mal vu. J'ai fait une page entière dans Le Monde à l'époque, qui provenait à ma prose, une page entière sous le titre « Amer Aveyron ». Où je disais que c'était quand même un pays très oublié par le progrès de l'époque, qui était le Minitel, et qu'on était vraiment complètement largué. Et ils ont dû se rattraper avec l'Internet quand même. Alors là, oui, beaucoup, puisque nous sommes extraordinairement câblés. La fibre chez nous, c'est 1 giga
par seconde, ce qui est considérable. Considérable. Considérable, c'est du 1000, alors qu'avec l'antenne de Musk, c'est 200. Ouais. Et avec n'importe quel ADSL de village, c'est 8. Donc on est vraiment le top. On est à peu près à la même vitesse qu'un Est-ce quartier que de ça a Paris. amené des entreprises chez vous, des Alors trucs? non, parce que c'est une espèce de fleur qu'on a faite visiblement aux gros fermiers du coin. Je dis pas à quel fermier, mais ils sont très protégés par une appellation contrôlée chez moi. Ah oui. Donc ils n'ont pas trop de soucis. Le seul souci qu'on aurait, c'est de se les mettre à dos parce qu'ils sont très influents. Par conséquent, on leur a donné une fibre avant qu'elle soit réellement nécessaire. Et à quoi sert-elle? Elle sert à ce que leur petite fille regarde Netflix. Vous voyez, c'est un gros problème. Le petit-fils fait des jeux en ligne, la petite fille fait du Netflix, et l'agriculteur, lui, il consulte comme d'habitude ses comptes au Crédit Agricole, puis c'est tout. Si, quand même, il fait des rapports sanitaires à l'État. Bon, voilà, à l'État, mais... En gros, c'est très surdimensionné par rapport aux besoins d'un agriculteur. Pour quelle raison? On ne sait pas trop. En plus, c'est très fragile. Il y avait un élu qui était puissant dans le coin? Oui, évidemment, il y a beaucoup d'élus chez nous qui dépensent un argent qu'ils n'ont pas, simplement pour avoir de la surface sociale. Oui. C'est que le type est suffisamment... mon élu, qui est l'élu de Campagnol, qui est le président du conseil général, de la communauté de communes plutôt, est une sorte de séducteur qui fait mine d'embrasser les femmes sur la bouche en disant « mais oui, mais je t'adore ». Bon, bref. Il les connaît toutes. Voilà, et puis c'est une sorte d'acteur de café-théâtre qui a mené une carrière un peu d'auteur de café-théâtre et qui est nul sur le plan technique. Mais la seule chose pour laquelle on est vénéré à la campagne, c'est quand l'argent tombe de Paris facilement, plus facilement que chez le voisin. Et donc, comme la communauté de communes reçoit de l'argent en plus grand nombre que ses voisines, le type est assez bien vu depuis 20 ans. En plus, personne ne veut faire son métier. Mais c'est à peu près ça le degré de médiocrité dans la campagne française, c'est que tout fonctionne sur la subvention publique, ça c'est pour l'ensemble, les travaux qui sont inutiles. Par exemple, nous, on a, pour 1 millier d'habitants, un peu plus, on a 4 centres médicaux, dont 3 sont vides. Je crois qu'il y avait des déserts médicaux partout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les bâtiments sont là. Ah oui, mais il n'y a personne dedans. Il n'y a personne, puisqu'il n'y a pas les médecins, donc... oui. Donc c'est absurde. Ça veut dire que l'objet de la dépense, c'était visiblement d'employer un entrepreneur pour faire le bâtiment en verre et en acier en pleine campagne. Juste avant les élections, j'imagine. Juste avant les élections, mais surtout après, il fallait galoper après les médecins qui ne sont pas venus. Par conséquent, le centre médical... Vous avez vu ça avec les piscines aussi. Il y a eu des piscines reste partout. En sommeil. Mais bon, tout ça va finir par être mis à jour à la manière américaine, à la manière Milley, c'est-à-dire que quand il y aura plus de sous. Non, mais quand les budgets seront étalés, qu'on verra qui a fait quoi pendant ces années-là, c'est ça qu'ils essaient de juguler en ce moment. Bien sûr. Dans l'internet alternatif, disons. Officiel, non officiel. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un jour ou l'autre où il y a une chaîne comme la vôtre qui va finir par devenir un véritable Wikileaks. Oui. Vous ne l'avez pas fait ça, mais si vous faites un appel à témoins... Ça ne lui a pas réussi, le pauvre vieux, parce qu'il a passé 50 ans. Oui, ça c'est vrai. Mais imaginez une chaîne un peu blindée qui soit établie dans un paradis fiscal quelconque et qui dise « Envoyez-moi des documents de l'administration dont vous sortez qui témoignent qu'il y a eu du coulage ». Et voilà, il va être inondé de papier. Et voilà. Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a des gens qui font ça officiellement. Il y a Agnès Verdier-Molinier qui donne tous les détails, qui donne tous les trucs. Mais ça n'est pas du tout relayé. C'est pas relayé, pas plus que le rapport de la Cour des comptes. Oui. J'ai parlé récemment, c'est une histoire vraie, l'un de mes meilleurs amis de jeunesse, 15-16 ans, est devenu président de chambre à la Cour des comptes. Donc il est en retraite désormais, mais il a vu passer tout ce budget frauduleux depuis 10 ans, il n'a rien dit. Et qu'est-ce qu'il a fait à la place de dire quelque chose? Il est allé acheter des tableaux à Drouot. Voilà, c'est ça les élites françaises. Mais c'est exact, ce que vous dites est tellement vrai. C'est-à-dire que autrefois, je vais essayer de résumer un petit peu, mais ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que la haute administration était perçue un peu comme des moines soldats. C'est-à-dire qu'il y avait un respect du peuple pour la haute administration. Et depuis les années Mitterrand, la haute administration est devenue complètement corrompue. Depuis la nomination des Jacques Lang et compagnie. Voilà. C'est devenu complètement corrompu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France avait été bâtie par cette administration, depuis Philippe le Bel, les moelles légistes, etc., qui n'étaient pas des rigolos. Et puis, à partir de Mitterrand, ils se sont mis dans la corruption. Dans le fond, le corps politique a toujours été vaguement corrompu. Avec les mairies, etc., il y avait le côté on va te filer un permis de construire. Enfin, c'était pas méchant, mais... Et puis, la haute administration, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des très hauts dignitaires de l'administration.
et qui termine avec plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, quoi. Oui, oui, ce qui est tout à fait anormal. Oui. Et Guillaume, il a pris sa retraite, il n'avait pas un rond, quelque part dans le Midi. Absolument, absolument. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc cette espèce de... Donc les poissons pourrissent par la tête, mais oui. on en sent même temps, bien... ils ne sont pas entièrement responsables de la corruption qu'ils ont pratiquée, puisqu'ils ne l'ont pas entièrement pratiquée, ils ont simplement accepté d'en être les complices. il y en a qui l'ont pratiqué. Oui, mais ce que je veux dire, ils ne sont pas allés chercher les corrupteurs, c'est les corrupteurs qui sont venus les chercher. Donc en gros, ils ont cédé à la tentation, mais quand même, le corps de la faute provient des grandes entreprises qui iront inonder les parlements de lobbyistes. L'argent a brillé dans les... Il y a eu beaucoup de... Vous savez, les grandes entreprises, c'est très bien, mais c'est aussi au moment où il y a eu les privatisations, etc. Ah bah oui, là, il n'y avait pas de corrupteurs. La honte absolue, moi j'en étais témoin, puisqu'à l'époque j'étais chroniqueur télévision au Figaro quotidien, je ne sais pas si vous imaginez, c'est une époque où j'envoyais mes papiers, même pas par fax, par sténo. Ah oui. Vous vous rendez compte ? Eh bien, à cette époque-là, donc, Bouygues a acheté TF1. Ah ouais. Mais quelle honte ! Quelle honte, quand on y pense. C'était quand même la chaîne qui était censée devenir la première en France, puisqu'elle l'était déjà. Et l'État la cède à un privé qui a fait énormément de fric avec. Mais surtout, ce privé a fait du fric avec des travaux publics. Oui, en plus, bon, c'est-à-dire ça aussi. C'est... Alors, vous ajoutez un dernier chapitre à cette aventure TF1, c'est qu'à partir du moment où Bouygues s'est senti pousser des ailes, terminé, il était inclus dans le système étatique. À ce moment-là, il a commencé à diffuser des feuilletons dégueulasses américains d'une violence invraisemblable, des histoires de médecins légistes, de crimes en série, etc. Et donc, TF1 a objectivement, puisque moi j'étais chroniqueur, je peux vous le dire, mais après dans Valeurs Actuelles pour la télévision aussi, pendant 10 ans, TF1 a été objectivement le vecteur de la pire dégueulasserie morale en France, sur le plan de la violence, sur le plan du sexe, sur tout. Invraisemblable. Il a fait du Berlusconi, quoi, un peu, quoi. Pire, parce que Berlusconi avait un côté vieil italien chrétien quand même. Hein. Oui, il était rigolo, Berlusconi. Il était assez marrant. J'étais en poste en Italie pendant 3 ans, j'ai suivi sa télévision qui s'appelait Cinque, et à part les filles à poil sur les plateaux, il y en avait partout, il y avait aussi des archevêques, il y avait aussi Andreotti qui venait faire son petit discours de temps en temps, et il avait quand même un grand respect des institutions, ce qui n'est pas le cas chez TF1. TF1, c'est quand même le fric roi, le fric... TF1, c'est... Alors maintenant... celui qui est resté public, c'est Antenne 2 ? C'est Antenne 2, oui. C'est Antenne 2. C'est guère mieux. C'est guère mieux parce qu'ils ont dû, pour survivre, se mettre au diapason, mais même ça, ils n'ont pas su faire parce qu'ils sont tellement mauvais gestionnaires que Delphine Ernotte est déficitaire, vous avez vu ? J'ai vu ça, c'est incroyable. Alors que normalement, tout lui est aplani, elle ne devrait pas avoir de soucis, mais en fait, elle arrive quand même à dépenser trop d'argent. Comment peut-on perdre 2 milliards ? Mais alors le problème, ça c'est un problème général. Là encore, je ne suis pas un politique. Moi, je suis un observateur. On ne parle pas de politique, on parle de nos sous. Imaginez Zola. Enfin, je suis peut-être pas au même niveau, mais en tout cas, c'est la même nature de propos. Zola jugeant les finances du Second Empire. Ouais. Eh bien, il y a de l'argent qui disparaît chez nous depuis 10 ans. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Et donc voilà, on saura un jour où il est allé. Hein. C'est ce que je demande. Nos élites, là, pour une fois, je m'adresse à la caméra. Nos élites, ou soi-disant elles, doivent être convaincues que les dossiers seront ouverts sur la table un jour ou l'autre. Et je leur souhaite à ces élites de n'être plus en fonction. Et plus en France. Trinquer. Et de plus être en France, parce qu'elles devront partir assez rapidement. Ouais. Mais c'est un petit peu ce que je demande, il faudrait commencer par un audit des dépenses de l'État. Mais c'est ce que je dis depuis 10 ans. Où passe le pognon ? Il n'y a aucun doute. On sait pas où c'est. À mon petit niveau minuscule, j'ai pris la direction du Centre culturel français de Milan en 2005 et j'ai vu arriver sur la table un budget qui était de 260 000 € de déficit que j'ai comblé, c'est-à-dire annulé en 3 ans seulement. Tout en ayant une programmation relativement acceptable. Bon. Donc j'ai fait des économies. Donc c'est possible. Mais vous avez été viré, j'espère. Non, alors ce qui est extraordinaire, c'est que le type qui m'a laissé un budget pareil a été promu, bien évidemment. Il a été nommé ailleurs, au Japon, dans les meilleures conditions. Et moi, on a essayé de me charger sur le déficit en question. Malheureusement, j'ai demandé un audit dès mon arrivée. Bien sûr. Donc ça, l'ambassadeur était furieux. Parce que j'étais un bleu qui se comportait comme un vieux dur. Et donc, voilà. Et puis, bref, ce que je veux dire, sur le plan de l'argent, ce petit échantillon que j'ai eu dans un centre culturel français, c'était minuscule, mais vous multipliez ça par 140 centres,
par je ne sais combien d'institutions en France, l'argent coule à flot et il disparaît. On a bien vu ça pour le mobilier de bureaux des ministères, puisque la même table va être achetée 450 € parce qu'elle est livrée au ministère, et un particulier, si le type l'achète pour lui, pour sa fille, il va la payer 120. Mais ça, il y a des systèmes comme ça. J'ai vu aussi les fournitures de bureaux, etc. C'était 4 ou 5 fois le... C'est inadmissible. Alors donc, je pense qu'on s'apprête, on va connaître. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le fond, vous avez un système administratif qui a pris le contrôle du système politique. Oui, mais... Et ce contrôle du système politique, comme l'administration n'exerce plus, il n'a plus lieu. Oui, absolument. Mais là, on en revient à votre thèse que j'approuve dès demain, qu'aucun fonctionnaire ne devrait être admis à se présenter aux élections. Ça paraît en tout cas, il doit donner sa démission de la fonction publique pour toujours. Évidemment. C'est quand même la moindre des choses. Ouais. Et sa carrière ne peut pas continuer pendant qu'il est... Mais c'est tellement logique. Il n'y a pas un Mauritanien qui jugerait pas que c'est juste. Mais dans la plupart des pays du monde, le fonctionnaire est logique. Mais vous savez, je crois que vraiment, on a 3 étages dans la société. Vous avez les gens comme vous et moi, en bas, qui essayons d'élever nos enfants, faire des familles, je sais pas quoi. Puis vous avez la classe administrative, qui est celle qui s'occupe de l'État, qui est une machine très compliquée. Et puis tout en haut, vous avez la classe politique, où la noblesse, c'est d'être foudroyé si on se trompe. Oui, oui, normalement. Mais en principe, dans la principe, oui. En principe, c'est Pétain. Si pouf, il est foudroyé, il s'est trompé, bouf, il a perdu. Bon. Mais ce qui s'est passé depuis les années Giscard, c'est que la classe administrative a pris le contrôle de la classe politique, et nous n'avons plus de classe politique. Et ces gars-là n'acceptent pas d'être foudroyés, parce que s'ils acceptaient d'être foudroyés, ils ne seraient pas fonctionnaires, ils seraient entrepreneurs. Ce que je veux dire, c'est... Donc, quelque part, on a eu une classe qui a décidé de piller la France à son profit. Absolument, et d'être intouchable, de rester intouchable. Et de rester intouchable, ce qui est normal quand vous êtes dans la fonction publique. Vous parliez de Giscard, petite anecdote. Je publiais un livre il y a 15-20 ans, qui est un roman qui s'appelle 100 ans et demi. Et donc ça racontait la dernière année d'un monsieur qui faisait des frasques jusqu'à ses 100 ans. Et dans ce livre, il y avait la phrase suivante. Le monsieur dit « Il y a des gens riches dans la vie, il y a des gens vieux dans la vie, il y a des gens grands dans la vie. Quand on est vieux, riche et grand, on comprend qu'on n'a plus de prédateurs. » Alors ça, c'est déjà relativement amusant comme phrase, mais en revanche, ce qui est amusant, c'est que Giscard m'a écrit en me disant « J'avais entièrement raison ». Il m'a écrit une lettre à l'antenne de l'Académie française, « Vous avez entièrement raison », donc il a pris ça pour lui. Le type grand, riche et vieux qui n'a plus de prédateurs. Donc c'est quand même une psychologie très étrange. Très étrange. J'avais un de mes amis qui était, vous savez, dans les dernières années de Giscard, dans son cabinet, qui pour les élections, c'était un jeune, et c'était Paul de Combray qui gérait tout ça, et puis il discutait de ce qui allait se passer, tout le monde disait à Giscard, vous allez être élu très facilement, monsieur le président, tout va bien, puis lui, il est arrivé un jour en disant, moi j'ai pris le métro, et je vous assure que dans le métro, c'est pas ce que j'entends. C'est pas du tout ce que j'entends. Et Giscard le regarde et dit, mais monsieur, vous pourriez prendre une voiture de service. C'est effrayant. Oui, c'est d'ailleurs très amusant parce que... C'est pour ça qu'il a perdu. C'est ce que me disait mon frère avant-hier, quand je lui parlais, par exemple, de l'affaire Candace Owens, etc. Il me répondait, si tu crois que j'ai le temps de regarder ces conneries. Je dis, attends, mais tout le monde, la planète entière en parle. Et de toute façon, c'est bien simple, je m'en fous. Ça veut dire, en gros... acculé par des vérités qui lui déplaisent. Mais il est sympathique, votre frère, parce que moi, ce que m'avait dit mon professeur quand j'étais à Toulouse il y a très longtemps en économie, il dit, si vous vous lancez dans une bataille, dans une discussion avec quelqu'un et que vous gagnez sur la logique, il se mettra en colère et il vous attaquera. Oui. Donc votre frère ne se met pas en colère, c'est déjà ça. Il ne se met pas en colère, non, mais il dit, je suis dans ma tour d'ivoire, rien de matin, tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux est par définition méprisable. C'est ça, leur dernière position, c'est ça. Mais c'est curieux comme position, parce que ça veut dire que les réseaux sociaux, ça vient aller de la base. Hein. Je ne sais pas si c'est le peuple, mais enfin, c'est de la base. Quoi. Donc, ça confirme ce que j'ai toujours pensé, c'est que cette classe administrative à Paris, vous savez, qui vit à 50 mètres de l'école alsacienne, quoi, qui est à peu près comme ça qu'ils se définissent, elle déteste le peuple. Oui. Elle a peur du peuple et elle le déteste. Elle le déteste, un peu comme certains salons du 18e, il faut bien reconnaître. Il y avait quand même... Ils étaient à la cour aussi. Hein.
Oui, là, en l'occurrence, moi je trouve que les réseaux sociaux n'ont pas d'autre statut, au fond, que les salons, le salon de Madame de Staël. Les meilleurs d'entre eux fonctionnent un peu comme le salon de Madame de Staël. Toutes sortes de gens dont on parle viennent parler de ce dont tout le monde parle. Et c'est ce qu'on faisait autrefois dans les émissions de France 2 et TF1, on ne fait plus du tout. Tiens, il faudra qu'on m'explique un truc qui m'a toujours fasciné. Je me souviens qu'au début, la télévision est arrivée en France. Il n'y avait que 2 chaînes, mais c'était remarquable. On avait plein de trucs intéressants à regarder. Aujourd'hui, il y a 1000 chaînes et il n'y a rien d'intéressant à regarder. Absolument. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrible. Mais alors, en fait, si vous voulez aller par là, ma chronique de ce matin même porte sur cette question. La télévision est devenue 4K, mais bientôt 8K. La précision des images est magnifique, tout ça, etc. Pour voir quoi? Du sang, de la cruauté, des tortures. Il y a un énorme problème. La qualité technique de la diffusion est devenue époustouflante et le contenu de ce qu'on diffuse est devenu dégueulasse. Et c'est vrai du cinéma aussi, parce que moi j'étais un grand fan de cinéma, j'allais très souvent au cinéma, mais maintenant depuis 30 ans j'y vais plus parce que je trouve que tous les scénarios sont nuls. Alors vous allez voir, là c'est mon dada du moment, il faudrait que je vous montre sur un ordinateur, mais les auditeurs peuvent être convaincus en quelques phrases. La période du cinéma qui dépense 24 millions d'euros pour faire des bêtises financées par le CNC, c'est terminé car j'ai fait moi-même là récemment 40 secondes de court-métrage, plutôt pas mal, au clavier. L'imagerie de synthèse est en train de devenir une imagerie de cinéma. Et c'est parfait. C'est-à-dire que j'invente un personnage, une fois qu'il est devenu mon Antoine Douanel à moi, je le promène, il fait des choses, donc je deviens un auteur de cinéma progressivement. Scénariste que j'étais en tant que romancier, j'écris ce qui va lui arriver et on le voit débarquer sur un quai de gare, tendre un livre à une fille qui descend du train, parce que c'est moi qui l'ai décidé et le résultat est parfait. La fille en question est exactement comme je l'ai souhaité. C'est pas une actrice, mais c'est formidable. Donc en gros, projetons-nous dans 5-8 ans, un jeune homme avec 2 adjoints arrive à faire en 3-4 semaines un film de long métrage parfait. La seule chose qui n'est pas parfaite pour l'instant, ce sont les dialogues et la labialisation de... Oui, il peut y avoir un petit peu... Mais ça vient. Et donc à ce moment-là, seule la qualité d'imagination de celui qui écrit le scénario compte. Tout le reste va être... Alors il y aura une partie qui sera due un peu au hasard. C'est ça qui est très beau, c'est que vous voyez de temps en temps surgir une scène que vous avez écrite, mais elle sort différemment. Oui. Et au fond, c'est la même chose pour Godard. Quand Godard tournait des trucs, de temps en temps, il se passait un incident dans le plateau, il disait on la garde. Oui. Ben, c'est un peu pareil. Bref, il faut être assez optimiste. L'imagerie de synthèse n'est pas entièrement un désastre. Ah ben c'est très intéressant, mais moi, j'ai beaucoup écrit dans ma vie. Et je suis toujours surpris de temps en temps, j'ai écrit des trucs et je me dis, tiens, je ne savais pas que je pensais ça. Parce qu'il y a aussi ce côté-là, quand vous vous lancez dans la création, vous avez des tas de choses que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire que je veux dire que la créativité, c'est un truc... Déjà, il y a le côté marabout de ficelle de cheval. Oui. Très souvent, une idée en amène une autre. Et puis, vous trouvez des trucs. J'avais écrit un bouquin sur Jésus, par exemple, etc., qui m'a beaucoup surpris, d'ailleurs. Et au fur et à mesure que je l'écrivais, je me disais, mais je savais pas, je pensais tout ça, c'est curieux, c'est pas mal. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, de toute façon... C'est-à-dire que la création, c'est un acte divin. Et je suis pas sûr qu'on soit maître de soi-même quand on crée. Alors justement, c'est là qu'on peut en revenir à l'intelligence artificielle. Il y a une partie graphique qui relève indubitablement de la création quantique. C'est-à-dire, mon intention se mélange au hasard et à la matière. Mon intention est créatrice, mais dans une certaine mesure qui dépend du hasard. Oui, et donc, en gros, je décide de l'assemblage des atomes, et puis ça donne ce que ça donne. Eh bien, dans l'imagerie de synthèse actuelle, il y a ça qui est en route, là. C'est en route. Ça veut dire, pour résumer beaucoup pour ceux qui nous écoutent... C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais croire une image. C'est-à-dire, si on me voit avoir... je pense que c'est ça qui va être interdit, là. Là, dans les prochains mois, ce qui va être interdit, c'est de se servir de l'image publique de quelqu'un pour lui faire dire ou faire des choses qu'il n'a pas fait. Qu'il n'a pas fait, parce que moi, on le fait déjà. J'ai fait une présentation à une assemblée récemment. Oui. On m'a pris cette assemblée qui avait été filmée et je dis avec ma voix des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Absolument. C'est quand même très étonnant, ça. C'est un peu scandaleux, mais effectivement. Alors, il y a aussi un bon côté de la médaille. Moi, par exemple, quelqu'un a pris ma chronique sur Internet et elle m'a dit « Non, je ne sais pas si vous pouvez le faire en italien, mais ça fait rien. Je vous envoie ça. » Il m'envoie le truc, c'est moi qui parle, c'est mes lèvres, mais c'est un italien parfait, avec ma propre voix.
Donc ça, on va vers ça à la volée. Votre téléphone va interpréter ce que vous dites à la volée pour un japonais. Il va traduire automatiquement. Il faut espérer que la traduction sera bonne, parce que vous savez... On ne sait jamais. Mais d'après l'italien que j'ai vu, c'était parfait. J'ai fait la même expérience en russe. Les gens qui me suivent sur X ont vu le petit bout de russe, mais c'est formidable. Surtout avec la tête que j'ai, je fais très vieux russe. Vous savez, c'est la vieille phrase, la chair est faible, hélas, et j'ai lu tous les livres, et ça avait été traduit, la viande est pourrie. Il y a la fameuse histoire du type qui va au restaurant, qui demande un steak à Londres, et vous le voulez comment votre steak, et il répond bloody, saignant à la française, et le type se penche en disant would you like with it some fucking potatoes? Oui, tout ça c'était. Donc, si vous voulez, on est en train de vivre une révolution absolument extraordinaire dans le domaine de la connaissance, etc., de l'accès à la connaissance. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, en bon vieux marxiste que je suis, je pense que l'infrastructure économique détermine la superstructure politique. Oui, c'est ce que vous disiez. Alors, il y a un truc que vous disiez aussi, une chose qui est marrante, parce qu'elle mériterait d'être discutée. Moi, j'ai une conviction qui est un peu complémentaire. Vous dites que l'économie, c'est de l'énergie en mouvement, c'est de l'énergie... transformée. Sauf que moi, je suis à peu près convaincu qu'on va vers une énergie quasi illimitée et hyper pas chère. Ça, c'est la fusion, oui. Hyper pas chère. Ça, c'est la fusion. On y arrivera, mais on ne sait pas quand. Là, j'aimerais presque vous poser une question, parce que je suis largement moins compétent que vous dans ces domaines. Est-ce qu'il vous semble que dans le cas d'école où on trouverait une énergie réellement pas chère et abondante comme une véritable manne tombée du ciel, est-ce que vous pensez que c'est en mesure d'annuler la dette? Ça dépend, parce que ce qui se passera si vous avez... Vous savez, tout est de l'énergie transformée, par exemple. Alors, vous prenez l'or. L'or, c'est des gens qui ont transformé de l'énergie dans le passé et qui ont décidé qu'ils n'ont plus besoin, en faisant des profits. Ouais. Et ils se mettent ça pour la stocker dans un endroit qui garde l'énergie dans une forme très petite, mais très chère. C'est l'or. Mais si on a une énergie complètement gratuite, l'or ne vaut plus rien. Oui, mais en même temps, tout ce qui alors, donc vous allez avoir des gens qui vont perdre énormément d'argent. Oui, évidemment. Vous allez avoir des gens qui vont perdre énormément d'argent. Donc ça va déclencher un petit peu, c'est comme les gars qui avaient des terrains qui faisaient du blé en Angleterre, puis quand ils ont laissé rentrer le blé anglais et le blé argentin et le blé américain, et ben leur terrain il valait plus rien, quoi. C'était donc. Donc en gros, la dette serait réduite énormément, mais pas forcément pour un bien général. C'est plus compliqué que ça, parce que vous avez dans l'économie, vous avez la partie qui crée de la valeur, oui. Industrie, etc. Vous avez la partie qui garde la valeur, l'or, mettons. Et puis de l'autre côté, vous avez littéralement un operating system qui a été inventé, c'est la monnaie. Qui transforme pour donner un prix à ces valeurs qui ont été créées. C'est la spéculation. C'est pas la spéculation, c'est comme un operating system d'un ordinateur. Oui. Donc l'operating system, si vous voulez, il est séparé. Oui. Et les économies marchent si l'operating system, qui est géré par 5 ou 6 personnes, est conforme aux besoins des millions de personnes qui travaillent dans l'économie réelle. Oui. Et si vous produisez trop... Et trouvez ça normal que ce soit géré par 5 ou 6 personnes? Non, pas du tout. C'est pour ça que le Bitcoin a été créé, d'ailleurs. Oui. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir soit pas assez de monnaie créée, vous avez une déflation, vous avez trop de monnaie créée, vous avez à ce moment-là de l'inflation. Mais il n'y a pas de relation entre la création de valeur automatique et la monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un système compliqué. C'est un système... Il y a deux systèmes. On a créé la monnaie comme c'est un pis-aller. C'est un pis-aller pour que ce soit pratique, pour qu'on puisse calculer la valeur du temps, etc. Mais si l'énergie devient gratuite, je ne sais pas... Le stockage ne le sera pas. Le stockage ne le sera pas, mais je ne sais pas ce qui arrive à l'operating system. Puisque si l'énergie devient gratuite, si on le suit logiquement, ça veut dire que tout devient gratuit. Alors, pas tout, mais tout ce qui nécessite une transformation, un effort. Il y aura toujours le travail humain, etc. Mais le vrai problème, c'est... Vous êtes en train de me dire qu'on va se passer de la monnaie. Non, je suis en train de vous dire que le gros problème mental que nous avons, c'est cette dette énorme dont on soupçonne qu'elle est vecteur de catastrophe. Ah ben ça, c'est évident. Est-ce que la catastrophe peut être amoindrie si
au moment Non, où... il y aura pas de, parce que les gens. D'abord, ça me paraît dans un avenir, parce que depuis que j'existe dans ces métiers, j'entends parler de la fusion. Oui, mais je pense que ça n'ira pas. On va probablement vers des solutions différentes de celles même du thorium. On va probablement vers des solutions d'une énergie d'origine quantique. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut. Pour l'instant, on ne la trouve pas. Mais prenons le cas des cols. Si on la trouve, est-ce que ça vous paraît bouleverser le jeu favorablement? Si on la trouve, je vous dis, à ce moment-là, le seul operating system qui restera peut-être à peu près en état de marché, c'est le Bitcoin. Tous les autres, ça ne vaudra rien. Et c'est homologues. On peut très bien fabriquer 4 ou 5 bitcoins sans problème. Le principe est connu maintenant. Oui, le principe est connu, mais si vous commencez à faire plus de bitcoins... Non, mais on a besoin... Là, il y a trop de rareté c'est ça qui donne sa valeur au bitcoin. Mais là, en l'occurrence, en ce moment, on est en train de négocier des centièmes de milliers de millièmes de bitcoin, mais oui. C'est-à-dire qu'on les casse en petits morceaux. Mais c'est ça qui, si vous voulez, la monnaie, ça peut être fondé sur le pouvoir de l'État. Si vous ne serrez pas de ma monnaie, je vous coupe la tête. Bon, ça marche bien aussi. Mais c'est ce que les Américains essayent de faire avec l'Iran. Avec l'Iran. De l'autre côté, ça peut être une preuve de travail, l'or. Oui. Et c'est la première fois qu'on essaye de créer une monnaie qui soit créée sur l'assentiment des gens qui s'en servent. C'est une preuve de travail quand même, le minage. Le minage, un petit peu. Mais c'est pas grand-chose. Mais c'est pas grand-chose. Ouais. Mais une fois après ça, quand ça échange, c'est plus vraiment. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est un truc très intéressant, le Bitcoin, parce que c'est un machin qui a jamais existé. C'est une monnaie fondée. Ça a de la valeur parce que les gens qui l'utilisent pensent que ça a de la valeur, ce qui est important. Ouais. Mais c'est tout. Et mais c'est ensuite... un peu pareil pour un tableau de Mondrian. Oui, mais c'est pas liquide. Vous pouvez pas, vous pouvez pas le transporter. Vous pouvez pas payer votre dette au Pakistan avec un Mondrian. C'est vrai. C'est absolument, c'est pas. La beauté là, c'est que c'est des 0 et des 1 dans un ordinateur. Donc, on est à la veille de quelque chose, je sais pas quoi. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que le système monétaire qu'on a aujourd'hui va exploser. Parce que si vous prenez des pays comme la France, l'Angleterre et les États-Unis, vous pouvez faire n'importe quelle analyse avec un tableau Excel, ils ne pourront pas rembourser leur dette ni même la servir. Donc on sait qu'on a une énorme crise devant nous. La deuxième mais ça ne veut pas dire que je suis pessimiste. La deuxième curiosité, qui est issue d'ailleurs de mes personnages, parce qu'il y en a un qui est plus ou moins financier, à qui on pose ces questions, donc je préfère avoir l'avis d'un spécialiste avant de lui prêter. Pour ce qui est de l'avenir du franc, tout le monde prétend, enfin dans les milieux autorisés, que le paiement des fonctionnaires, des retraites, etc., dépend désormais de la valeur, de la valeur qu'on attribue à nos obligations d'État, qui tend à devenir nul, puisque elles iront à zéro, puisque apparemment on est même plus coté, enfin la cote n'est même plus publiée, la notation n'est même plus publiée. La notation, alors ça c'est autre chose. La notation, c'est des trucs extérieurs qui disent que la dette a de la valeur. Mais ils ont tellement peur parce que la dette française est gigantesque que s'ils abaissent la note de la France, la note toute une série de banques centrales ou de grandes institutions seront forcées de vendre la dette française, et à ce moment-là, on aura une crise qui sera absolument gigantesque. D'accord. Alors là, ma question et le présupposé de mon personnage, c'est que on ne pourra pas tenir et payer ce que nous devons à nos fonctionnaires, à nos retraités, sans retour au franc. Alors l'idée... oui, c'est-à-dire qu'il faudra les payer à ce moment-là en monnaie de singe. Oui, mais cette monnaie de singe peut-elle ne plus être une monnaie de singe si, par exemple, les BRICS l'adossent à la leur? Non, parce qu'ils ne le feront pas. Ils le feront pas, vous êtes sûr? Absolument. Si les Russes leur disent ça nous arrange, faites-le. Non, mais ils le feront jamais pour une raison très simple. Si vous voulez, c'est qu'ils ne voient pas pourquoi ils continueraient à travailler comme des fous pour que les Français arrêtent de bosser. Ah, mais justement, ce que je fais imaginer à mon personnage de Léon, qui est le financier de la bande, c'est que Poutine prend des garanties sur la France. Mais comme quoi? Non, mais les garanties, il les crée lui-même en disant, si vous voulez, vous avez un pétrole qui est le tiers de ce qui vous coûtait avant-hier. Déjà, ça lui permet Ça lui permet, lui en même temps, si vous voulez, il a besoin de son pétrole pour développer son pays. Non, la réalité, c'est la façon dont ça va se passer, ça se passe toujours dans la même chose, c'est que vous avez dans la finance deux choses. Vous avez des contrats, les obligations françaises, c'est un contrat entre vous et l'État français, mettons, et des actifs de propriété. Donc, les contrats vont aller à zéro, comme les dettes de Philippe II, vis-à-vis des banques italiennes, ce qui a foutu en l'air toutes les banques italiennes, à l'époque, c'était au XVIe siècle.
et les titres de propriété vont garder leur valeur. Donc ce que je dis aux gens, il faut avoir ce que j'appelle un portefeuille turc, c'est-à-dire il faut avoir que de l'or et des actions. Parce que ça vous restera. C'est-à-dire que les contrats... Les actions, peut-être pas, non? Si, parce que vous prenez une action comme Schneider, etc., ils ont 5% de leur chiffre d'affaires en France. Oui, d'accord. Ils n'en ont rien à foutre. Vous avez aujourd'hui, ce qui est très curieux dans le monde dans lequel on vit, c'est que vous dites la France s'est désindustrialisée. C'est vrai. Vous prenez l'indice des grandes valeurs industrielles européennes, l'indice MSCI des grandes valeurs européennes, qui est calculé tous les jours, qui est un truc qui marche bien. Les valeurs françaises font 28% de cet indice. Les valeurs allemandes font 22%. C'est-à-dire que l'industrie française est beaucoup plus grosse que l'industrie allemande, mais il y a 40 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, que les industriels français ont compris que ça ne servait à rien de foutre des usines en France parce qu'ils ne pouvaient pas gagner un rond à cause des conneries de Paris. Et donc, ils ont des usines partout sauf en France. Donc, si vous êtes français et que vous avez peur que le système français s'écroule, vous pouvez acheter ces trucs-là et vous vous porterez comme un... Sauf que l'inverse est vrai. Si, par exemple, nous avons des entreprises très nationales qui sont établies aux États-Unis, si l'Amérique tombe à genoux pour une raison ou pour une autre, on est très mal. Ah ben, c'est très bien, mais mettons que l'Amérique tombe à genoux, mais Schneider, c'est aussi le plus gros exportateur en Chine, c'est le plus gros exportateur. Ils sont partout. Ils sont partout. Donc, si vous voulez, si tout s'écroule, on prendra une gamelle. Mais aujourd'hui, vous allez avoir, par exemple, pour la première fois de son histoire, l'Inde va recevoir ses matières premières directement de la Russie. Les Russes ont fait des grandes tranchées comme ça pour les livrer. Donc, il va y avoir un boom économique dans l'Inde qui va être absolument phénoménal et qui va en bénéficier. Schneider, Air Liquide est toujours les mêmes. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que on est dans un monde très curieux. Pour la première fois, grâce à la technologie dont vous parliez, l'individu de base... il peut avoir son épargne en Inde et vivre tranquillement en France. Oui, mais alors on en revient au personnage, à l'univers villageois dont nous parlions. Ce que vous dites est absolument étranger à l'imaginaire d'un Français. J'ai lancé une université de l'épargne, c'est curieux. Ouais. Il y a des gens qui viennent adhérer, qui sont d'un milieu sociologique. Il y en a eu 8000 en 5 minutes, mais... et qui sont... des conducteurs de travaux, qui sont des épiciers, qui sont des... Parce que vous n'imaginez pas l'angoisse des Français sur leur épargne. Mais ils savent tous qu'ils ne vont pas avoir de retraite. Ça, ils le savent tous. Hein. Leur retraite, ils ne l'auront pas. Donc, vous avez un gros problème qui est que je suis persuadé que ce que vous dites sur le film est aussi vrai pour la gestion de l'épargne. C'est-à-dire que... J'ai déjà un copain qui travaille en ce moment avec une IA pour faire du multi-trading. Oui. Et il se fait 5 à 8% par mois, rien qu'avec ça. Voilà, il y a des gens qui font ça. Mais ce que je veux dire, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quand j'étais jeune, l'épargne ne pouvait être gérée que par d'immenses sociétés qui avaient les ordinateurs, qui avaient les process, qui avaient tout ça. Aujourd'hui, vous avez des systèmes, vous pouvez les gérer. Surtout si vous avez... Oui, mais ça, du coup, elle devient extrêmement volatile. C'est-à-dire que s'il y a... Mais non, beaucoup moins. Parce que si vous avez 1 million de personnes qui prennent des décisions dans tous les sens, le système sera stable. Si vous avez 5 crétins, ils font toute la même chose en même temps. Oui, mais en même temps, autrefois, vous téléphoniez à votre agent de change. Là, vous le faites directement, vous avez tout. Oui, mais excusez-moi, il y avait une chaîne assez longue entre vous et l'agent de change, ce qui faisait que l'opération n'était pas immédiate. Là, l'opération est tellement immédiate que vous pouvez avoir des... Vous pouvez avoir, mais il faut faire la différence. C'est là où un type comme... le Libanais qui a écrit je vais retrouver son nom. Il fait une différence entre les sociétés fragiles et les sociétés antifragiles. C'est une notion qui... Vous parlez de société humaine ou humaine, de la façon de toutes les... Pas société commerciale. Pas société humaine, etc. Il dit, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, par exemple, quand la comète est tombée sur la Terre, vous avez eu... Les diplodocus, ils sont tous morts parce qu'ils étaient extraordinairement bien adaptés à leur environnement. Mais ils dépendaient même que d'un arbre ou oui, mais ils étaient parfaitement adaptés. Donc, s'ils aient bougé, ils sont tous claqués. Par contre, il y avait un petit rat là qui était dans la boue dont personne ne faisait attention, lui, il s'adaptait à tous les environnements, et c'est de lui dont sont partis tous les mammifères. Donc, plus une société est centralisée, plus elle est efficace, plus elle est fragile. Et on l'a très bien vu lors de l'énorme crise qu'il y a eu au moment du Covid. On s'est rendu compte que tous nos médicaments étaient faits en Chine, ce qui était extrêmement efficace parce que c'était pas cher, ou en Inde. Mais en réalité, ça nous rendait fragiles. Donc le but de la politique, c'est pas que toutes les sociétés gagnent du pognon, que ce soit le plus efficace. Le but de la politique, c'est de faire une société où la population décide de quels secteurs seront protégés
de la trop grande efficacité. Et c'est là où vous trouvez la Suisse, par exemple. Ouais. La Suisse, ils ont décidé que l'énergie et la bouffe, ils paieraient plus cher, etc. Donc, cette notion d'antifragilité est une notion extraordinaire parce que ça vous permet d'analyser la politique. Une bonne société, une société qui marche bien, c'est une société dans laquelle la politique s'occupe de protéger comme il faut les secteurs antifragiles. C'est ce qu'avait fait De Gaulle, par exemple, avec le système nucléaire. Déjà, c'est une société où les politiques écoutent la façon dont le peuple vit pour prendre des décisions qui conviennent aux habitudes et aux désirs du peuple. Exactement. C'est normalement... Et c'est pas géré par la rentabilité marginale du capital investi. Alors, ce qui m'embête avec le système monétaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le operating system, là, c'est que vous ne pouvez pas faire des gains de productivité. C'est-à-dire, si vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si vous dites aux banques, prêtez plus d'argent, c'est-à-dire, autant le système productif peut se permettre d'être concurrentiel, autant le système de la monnaie, il doit être réglementé avec une main de fer, quoi. Oui, mais ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais non, parce qu'ils se servent de la monnaie oui. pour acheter les biens à leur profit parce qu'ils sont corrompus. Oui. Donc on a dans le système aujourd'hui... c'est un peu le même principe que Nvidia qui rachète son propre stock parce que la carte marchait tellement bien. Vous êtes au courant de cette histoire? Ces cartes graphiques Nvidia avaient un succès extraordinaire. Et du coup, Nvidia 18, on les a sous-tarifés. Donc on rachète le stock chez les grossistes, on double le prix et on remet sur le marché. Voilà. Mais ça, c'est ce que j'appelle des bêtises financières. On confond la création de richesse, la création de valeur avec la création de monnaie. C'est une des monstruosités les plus extraordinaires. Mais la création de valeur a pris tellement de formes différentes dans la modernité. Alors là, on revient vers la vie réelle, puisque là, on était un peu dans l'abstrait. Mais prenons le cas du branleur de province, et j'en connais quelques-uns. Oui. Il y en a à Paris aussi. Qui ont un peu d'argent et qui ont un peu le sens des affaires. Autrefois, ils allaient acheter du Vallourec. Maintenant, ils achètent une Ferrari. Ils savent que la Ferrari, elle va prendre 15%. Oui. Ah oui, si vous achetez une Testarossa il y a 10 ans, vous êtes riche. Hein. Vous êtes riche il y a 10 ans, mais est-ce que vous serez riche dans 10 ans? Mais alors, ce qui est assez amusant, puisqu'apparemment c'est certainement votre domaine, la création de valeur a pris des formes tellement variées. Parce qu'il y avait trop d'argent. Oui, justement, c'est ça qui est fascinant. Parce qu'on avait trop d'argent. Et l'art contemporain, qui est l'un de mes dadas, enfin l'une de mes bêtes noires, est évidemment un prétexte à fabriquer du fric sur rien. Et plus il y a rien... Et du fric, et aussi parce que c'est pas taxé. Oui, c'est ça, oui. C'est pas taxé, c'est-à-dire c'est une façon de faire de la corruption. Oui. Je vous donne un tableau et, cher ami, vous me signez ce contrat. J'aimerais bien savoir le nombre de tableaux que Jacques Lang a reçus en remerciement de ses bons offices. Et comment il a pu avoir un très bel appartement place des Vosges. Ah mais moi, je sais comment il a eu les boiseries déjà. Je vous le dirai pas. Donc, si vous voulez, on est dans une... Je vais essayer de résumer ça comme ça, mais vous avez dû me l'entendre le dire déjà, mais vous endormez en 1790, vous comprenez rien. Vous vous réveillez en 1830, vous comprenez rien. Oui. Vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1930, vous comprenez rien. Vous endormez en 1990, vous vous réveillez en 2030, vous comprenez rien. Le capitalisme est ainsi fait qu'il est naturellement destructeur. C'est-à-dire que c'est la création destructrice. C'est-à-dire qu'il fout en l'air tout. On a une énorme... C'est la phrase de Macron, il faut tout détruire pour tout reconstruire. Mais il n'a pas besoin de Macron, ça se fasse tout seul. Donc on est dans la période de destruction où va s'établir l'ordre suivant. Alors sauf que, à mon avis, il peut y avoir des changements soudains de paradigme qui sont absolument imprévus. Complètement, mais c'est même ça qui va se passer. Voilà, et donc je pense que l'énergie pas chère en fait partie. Ça, c'est quelque chose qui va bouleverser énormément les choses. Mais en même temps, l'énergie pas chère, ça va foutre en l'air... tout dépend de gens qui sont extraordinairement riches. Mais qui nous emmerdent un peu aussi. Et qui nous emmerdent un petit peu. Mais donc, c'est ce que dit un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thomas Sowell, qui est un économiste noir incroyable aux États-Unis, que j'adore. Et il dit, il n'y a pas de solution, il n'y a que des trade-offs. C'est-à-dire que ce que vous devez faire, vous devez réfléchir, bon, je fais ça, par exemple, les taux d'intérêt bas, ça marche, c'est sympa pour les spéculateurs, mais ça fout en l'air tous les épargnants.
Donc, Ce que vous racontez, c'est la vie quotidienne de Trump. Hein. Voilà, c'est ça. Il n'arrête pas de lancer des petits ballons. Quand il voit que ça se dégonfle, il donc, si vous voulez, cette histoire de il n'y a pas de solution que des trade-offs, je trouve que c'est une bonne approche de la démocratie, parce qu'à ce moment-là, on peut discuter. Dans la démocratie, on dit je vais prendre cette décision et c'est vous qui allez la payer, ce sera bien fait pour votre gueule parce que vous êtes riche ou je sais pas quoi. Tandis que là, on dit oui, mais s'il y a moins de riches, ils vont tous partir de Londres, il ne va plus y avoir personne. Donc, si vous voulez, il faut expliquer aux gens ce côté trade-off. Et l'espoir, c'est qu'un jour, il n'y aura plus besoin de trade-off et qu'on sera tous riches. Mais déjà l'espoir inavoué de Bill Gates et de ces gens-là, c'est qu'on soit moins nombreux. C'est incroyable. Ils travaillent mentalement, ils travaillent sur la possibilité d'avoir une humanité réduite à un cinquième de ce qu'elle est. Oui, c'est ça. Ce qui est absolument extraordinaire, parce que c'est comme Attali qui voulait, quand il avait 20 ans, mettre l'euthanasie à 65. Maintenant, il a 80. Il a 80. Il continue à nous faire boire, quoi. Qu'est-ce qu'il attend? Mais qu'est-ce qu'il attend, mon Dieu, qui nous soulage dans sa présence. Mais donc, si vous voulez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est, encore une fois, la haine des petites gens. Oui. Moi, on en revient à notre sujet, hein. Effectivement, et ils ne l'aperçoivent pas assez. C'est-à-dire, les petites gens sont convaincus que les élites les aiment. Et c'est quand je leur dis le contraire, je passe pour un méchant complotiste. Voilà, mais c'est pas que les élites les aiment, c'est qu'ils font peur. Regardez par exemple, où les élites passent-elles leurs vacances? J'ai vu une carte dans les Échos qui était incroyable. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est à Deauville, et puis c'est un peu en Bretagne, puis vous descendez la côte comme ça. Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer, et puis vous Noirmoutier, l'île de Ré, vous allez au bassin d'Arcachon, vous terminez à Biarritz, puis vous allez faire un tour à Saint-Tropez, etc. Puis un petit peu dans les Alpes, quelques heures en été. Il n'y a plus d'élite qui passe ses vacances dans la maison familiale dans la Creuse. Ah oui, c'est vrai, oui. Ils ont dit, ça les intéresse Sauf les élites appauvries, puisqu'elles ont compris que c'était la seule chose qui leur restait. Oui, mais les élites appauvries, elles sont plus au pouvoir à Paris. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. C'est Philippe de Villiers, si vous voulez. Lui, enfin, encore, il a fait quelque chose, lui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la première fois, je crois, dans l'histoire, qu'on a une élite française qui n'a plus aucune racine dans le centre de ce qu'était la France. Ce qui me rappelle une anecdote que j'ai citée dans l'un de mes livre, c'est que un châtelain de ma connaissance avait des grands copains locaux à qui il a dit « Venez à Paris, j'ai un appartement pour vous, c'est pas loin des Champs-Élysées ». Finalement, ces gens se décident à aller à Paris dans l'appartement en question, et c'est à cette occasion que ce monsieur baron, je ne sais quoi, s'est aperçu qu'ils étaient gilets jaunes, puisqu'ils venaient pour la manif. Et donc, c'était une révélation. Comment? Mais Clément, vous êtes gilet jaune. Mais en même temps, moi, j'ai connu plein d'aristos en province, un petit peu déclassés, mais enfin, qui étaient tout à fait pour les gilets jaunes. Oui, parce que c'est très aristocratique comme prise de parti pour le peuple, c'était très aristocratique. Encore une fois, je pense que le vrai ennemi, ça a toujours été la bourgeoisie. Quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, entre parenthèses, là, on en vient vers l'aspect psychologique des choses. Gabriel Attal, l'école alsacienne, le collège Stanislas, tout ça, c'est quand même la lie de la terre sur le plan de la bourgeoisie mal élevée. Oui. Moi qui ai été élevé chez les jésuites de la colline de Chaillot, je peux vous dire que Stanislas, c'était un peu le second rayon. Pour ne rien dire des jésuites d'Amiens, qui avaient très mauvaise presse chez ceux de Paris. Oui, mais moi j'étais chez les jésuites d'Amiens. Ah bon, d'accord. J'ai été chez les jésuites d'Amiens pendant 5-6 ans, mais qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme claque? À l'époque, il n'y avait pas les... Il n'y avait pas des profs de français à Corte. Non, il n'y avait pas du tout. Il y avait que des jésuites, et puis en plus... Si vous Plus belle femme de la Picardie. Oh, je ne sais pas. Non, mais d'après Paris Match, tout le monde en était amoureux. Oui, ben bon. Je ne sais pas, parce qu'elle était un peu plus jeune que moi, donc c'était après... Mais je connaissais très bien les grands-parents, puisque c'était le président du club de tennis où je sévissais, et M. Trogneux, et il était le principal pâtissier de Paris, d'Amiens. D'Amiens, c'était une famille tout à fait honorable, les Trogneux. Donc, encore une fois, ce qui me surprend le plus, pour revenir à ce que j'essayais de dire, c'est que aujourd'hui, les structures de pouvoir sont complètement des espèces d'amibes qui se promènent comme ça. Il n'y a plus les structures hiérarchiques qu'on avait. Vous savez, on ne peut plus s'accrocher à rien. On ne peut plus s'accrocher à rien, ça bouge. Ça bouge comme ça, c'est un drôle de truc. Et donc, on se retrouve avec les structures de pouvoir politique qui avaient été établies sur le modèle des Konzern ou des grands trusts. Et notre système politique, il ne peut plus se financer puisque ces gars-là sont inattaquables, inatteignables. Donc on a une contradiction totale entre la structure politique et la structure économique. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Je crois que c'est ça le drame actuel.
Bah, écoutez, je pense que l'un des pansements qui a été posé sur cette blessure, c'est l'argent dont nous parlions tout à l'heure et qui a disparu. Si on estime à quoi, 500 milliards l'argent qui n'a... Mais il n'est plus en France. En tout cas, il a disparu dans la gestion pendant 10 ans. Oui. Et il est allé cautériser des blessures de l'économie ou de quoi que ce soit. Oui, mais justement, et c'est ça, on me dit, le libéralisme, ça marche pas, mais le libéralisme, c'est pas le capitalisme de connivence. Aujourd'hui, si vous voulez, vous voyez que, par exemple, qu'il y a un pognon noir qui passe dans les moulins à vent, là. Oui, oui, bah oui. Et qui est payé à très très peu de familles, pas aujourd'hui la note que vous payez à l'électricité, le double de ce qu'elle devrait être, Oui. parce que vous avez des subventions qui vont à une quinzaine de familles qui vous mettent ces... Absolument. En plus, donc c'est du vol. Ces éoliennes marchent une fois sur deux. Oui. Nous, on en a plein. Bon, on les voit immobiles la plupart du temps. Hein. Mais ça sert à rien. Et puis surtout, on a vu, j'ai vu des études qui montraient que s'il y a plus de 30 ou 40% d'intermittents dans un réseau, vous savez, soit solaire, soit etc., le réseau se pète la gueule. On l'a vu. C'est en Espagne. Ouais. C'est passé en Espagne. On l'a vu. Donc on sait que ça marche pas. Mais par exemple, des calculs aussi stupidement faits ou mal faits en Chine, ils seraient payés carrément de la vie des ingénieurs. Oui, mais surtout en Chine, ils font ce qu'avaient fait. Ce qu'on ne comprend pas en France, c'est que l'industrie nucléaire, ça marchait avec les barrages. C'est-à-dire que l'industrie nucléaire était à fond tout le temps. Et puis quand il y avait une pointe, on faisait monter ou baisser le barrage. Et donc c'était conçu comme c'est pas possible. Et ben, avec ces trucs-là, c'est pas possible. Alors ce serait possible à la rigueur si on arrivait à un meilleur stockage. Mais le stockage, on ne peut pas y arriver, puisque on ne sait même pas ce que c'est que l'électricité. Vous savez, vous faites rigoler, mais on ne sait pas ce que c'est que la gravité, on ne sait pas ce que c'est que l'électricité, on sait rien, on sait comment ça marche, mais on n'en connaît pas la nature. Le jour où on va trouver la force unique, on saura ce que veut dire tout en même temps. Oui, y en a-t-il une? Non, mais vous posez la bonne question, vous savez, j'ai vu un type qui me fait rigoler, il interviewait un gars qui lui demandait pourquoi ce scientifique, qui est un professeur à MIT, croyait en Dieu. Et le type lui dit, je vais vous poser des questions, tiens. Est-ce que vous savez ce que c'est que la gravité? Personne ne sait. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'électricité? Personne ne sait. Donc vous croyez à tout un tas de trucs, dont vous ne savez pas ce que c'est. Moi aussi. Quoi. Pourquoi j'ai bien le droit, non? Eh oui, exactement. Donc, si vous voulez, on a des connaissances, et je crois qu'on surfait nos connaissances. Et vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, c'est le diable qui est à l'œuvre. Le diable veut que l'humanité croit que tout peut être expliqué. Que nous aurons un jour la clé de tout. Vous écoutez le discours d'un imbécile Harari, là. Quel crétin, celui-là. Je n'ai pas pu finir ce bouquin. Pareil, Laurent Alexandre, c'est le même genre de gens. C'est des gens qui disent, oui, bon, peut-être qu'on a quelques obscurités encore, mais tout sera expliqué un jour dans la nature. Et la plupart des gens qui me ressemblent, qui vous ressemblent, j'imagine, disent, il demeurera toujours un pourcentage énorme d'inconnaissables. Bien sûr. On n'est même pas capable de se poser la question relative à la question. Mais on ne sait pas qu'on peut se la poser d'abord. Voilà, déjà. Et donc, et le chrétien, normalement, est celui qui se dit, bon, écoutez, je vais chercher. Et oui, mais on fait confiance parce qu'il y aura toujours un plafond. Mais ce que dit le chrétien, je vais essayer de comprendre la création, mais je sais bien que j'y arriverai pas. Voilà. Mais je dois essayer de comprendre. C'est parce que je suis programmé pour ça. Oui. Entre parenthèses, c'est très intéressant ce qui se passe au CERN, etc. Oui. C'est une démarche presque chrétienne. Oui, tout à fait. On a vraiment. D'ailleurs, ce qui est très amusant aussi, c'est que Musk, vous l'avez observé, Musk s'intéresse de plus en plus au CERN et à l'anneau. Oui. C'est très étrange. Oui. Donc, il a bien compris qu'il y avait quelque chose d'essentiel là-dedans. Bien sûr, mais Musk, pour moi, j'ai dit aux gens rigolant, Musk, c'est le nouveau Solzhenitsyn, c'est-à-dire celui qui détruit le monde qu'il a créé, en disant il n'est pas juste. Oui, c'est vrai, il n'a pas tort. Et surtout, il n'est pas américain, Dieu merci. Il n'est pas américain, il n'a pas attrapé né en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ça donne une culture un peu moins anglo-saxonne, disons, vilaine que l'autre. Hein. Non, c'est un personnage très étonnant. Moi, je fais dire à l'un de mes personnages dans les livres, qu'il peut être l'antéchrist, parce qu'il va soulager énormément l'humanité. Et malheureusement, l'origine de sa séduction, c'est ça. S'il commence à faire marcher les paralytiques avec Neuralink ou voir les aveugles, il va être plus que populaire, il va devenir un gourou. Et c'est exactement la définition de l'antéchrist. L'antéchrist soulage les maux de l'humanité tout en la séduisant pour le compte de... c'est le joueur de flûte, là. Oui, exactement. Exactement. Sauf que il n'est pas impossible du tout que Musk ait compris
qu'il allait faire fausse route. De toute façon, honnêtement, ça c'est mon thème du jour, ce qui nous manque, c'est la dualité. Les Américains sont coupables essentiellement d'avoir voulu une unicité, d'avoir voulu être, je parle de l'envers et l'endroit, ils ont voulu une société où il n'y a que l'envers. Et je dis l'envers exprès parce que ils ont donc saqué toutes les solutions qui étaient alternatives. Et par exemple, la Russie est une solution alternative. Elle l'a toujours été. C'est toujours le yin et le yang dans la pensée. La Chine encore plus. Et alors, ils ont essayé quand même de supprimer tous ces pays qui voulaient penser autrement, en disant non, vous ne penserez que comme nous, avec l'autre dollar. Et c'est en train de foirer. Heureusement. Mais ça peut pas ne pas foirer. Ah oui, voilà. Heureusement, on est en train de revenir à une espèce de bipolarité nécessaire. C'est-à-dire ce que disait aussi ce bon Jean-Paul II, c'est qu'il disait il ne peut y avoir de démocratie que dans une nation, parce que celui qui a perdu accepte. Par exemple, et mettons qu'on ait des élections européennes et que les Allemands gagnent parce qu'ils sont plus nombreux. Moi, je suis d'une famille, ça fait à peu près 150 ans qu'on se met sur la gueule avec les Allemands parce qu'il est hors de question qu'ils gouvernent la France. Oui, je veux dire, c'est entre parenthèses, il vaudrait mieux qu'on ne paye pas les pots cassés comme souvent dans l'histoire vis-à-vis de l'Allemagne. Avec si l'euro tombe à genoux, l'Allemagne va dire attendez, peut-être que l'euro est tombé à genoux pour l'Espagne et pour l'Italie, mais vous, les Français, vous nous devez beaucoup trop d'argent pour pouvoir vous séparer de nous. Oui, ça, il faudrait leur dire, c'est dommage, mais vous avez déjà essayé. Oui, vous avez déjà essayé. Exactement. Mais la classe dirigeante acceptera. Je ne sais pas, mais à votre avis, est-ce que l'un des principaux problèmes qu'on aura dans les 10 ans, ce sera avec l'Allemagne ou non ? Ça n'a jamais cessé. Oui, vous savez que l'Allemagne, ça a été la malédiction de l'Europe. Hein. Je sais. Mais la plupart des gens n'étudient pas l'histoire, ne voient pas à quel point son comportement est comment dire, cohérent dans le mal. Ils recherchent toujours le pouvoir, oui. Et quand ils l'ont, ils ne savent pas quoi en faire. Oui. C'est tout à fait extraordinaire, l'Allemagne. Parce qu'ils n'ont pas de processus de civilisation, c'est marrant. Pour moi, l'Allemagne, ça a toujours été un grand mystère. Les Anglais, je sais comment ça fonctionne, les Américains, je sais comment ça fonctionne. Les Allemands, ils veulent le pouvoir, et puis quand ils l'ont, ils disent bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh ben, je leur dis vous avez pu penser à moi, quoi. Parce que celui qui prend le pouvoir, c'est celui qui doit résoudre les problèmes. Le problème, c'est que si un Allemand prend le pouvoir, c'est un peu comme si la grille Excel prenait le pouvoir. C'est qu'il faut quand même qu'il y ait un auteur. Oui, c'est pas faux. Oui. Donc, alors, vous avez écrit un bouquin ? J'ai écrit deux bouquins. Parlez-nous en 2 minutes et puis on va... C'est simple, j'ai écrit une série qui commence en 2012 et chez Flammarion et qui racontait la France des pseudo-élites qui à l'époque se montaient le bourrichon parce qu'elle était abonnée à Canal+. Donc c'était toute une espèce de vision molièresque du village français. Ils pouvaient voir du cul, quoi. Voilà, à travers... Non, mais il n'y a pas que ça. À travers Canal+, c'était le bavardage entre élites bien parisiennes de 19h30. On hochait la tête de manière entendue en commentant l'actualité. Vous avez lu ce livre admirable fait par un Italien il y a 25 ans qui s'appelle La prédominance du crétin? Non, mais oui, il me semble que je connais le titre italien, mais oui, j'ai entendu parler. Non. Mais en tout cas, c'est le même principe. C'est en gros, on se porte le col parce qu'on a la carte d'abonné à Canal+, donc on a forcément accès à des informations qui ne sont pas celles du bas peuple. 20 ans après, 15 ans après, vous avez le Covid qui débarque avec le pass sanitaire, et puis c'est quand même l'époque de « est-ce que vous avez la carte du magasin ?» C'est exactement le même principe. On fait partie en permanence d'une sorte de club VIP, de gens qui ont la carte, et donc c'est une façon grotesque qu'ont les élites de s'auto-flairer le derrière, et le peuple assiste à ça. Est-ce que vous faites partie du siècle ? Voilà. Et donc, toute ma petite, on appelle ça un diptyque, mon petit diptyque, c'est sur 10 ans d'intervalle, les mêmes comportements sur des gens un peu différents. À propos du Covid, c'est très caricatural la façon dont ça s'est passé. Il y a évidemment un désir de repousser le bas peuple. Surtout de le contrôler. Et le contrôler, naturellement, les marchés de Noël. Je vais vous donner un exemple facile. Dans le village, mon maire fait un marché de Noël et il décide qu'il y aura un pass sanitaire à l'entrée du marché de Noël. Sauf qu'il n'avait pas calculé que les gens qui exposent en marché de Noël, ils vendent du miel, des aromates, etc. Il n'y en a aucun qui soit vacciné. Donc il n'y a pas eu de marché de Noël. Ah oui. Et puisqu'il avait mis un truc à l'entrée, donc les exposants eux-mêmes étaient exclus du marché de Noël. Voilà, on en est là. J'espère que les fonctionnaires de la mairie ont fait le nécessaire pour les remplacer. Non, nous, c'est des maires de 300-400 habitants qu'on ne veut pas mettre dehors parce que... Personne ne veut le faire. Personne ne veut le faire, c'est ça.
Et le type, lui, passe son temps, le téléphone à l'oreille. Et j'avais décrit le type en train de il téléphone tellement souvent que nos ruelles sont très étroites. Il téléphone avec le téléphone au creux de l'oreille comme ça, et quand il téléphone, il tourne. Donc il y a un moment où il tape le mur. Et alors plus le préfet est important, plus l'interlocuteur est important, et plus il tourne en téléphonant. Non, franchement, on a des élites malades de ça. Mais il y a une rupture des relations entre les élites et la population. Ils se parlent plus, quoi. Je vais vous dire un truc. Notre maire est censé être hyperactif pour des choses qu'on ne voit jamais. Il est hyperactif pour ce qui nous fait tomber de l'argent pour refaire une route lointaine où personne ne passe. En revanche, quand il y a un problème dans le village pour les pots de fleurs, par exemple, il s'en occupe pas. Les pots de fleurs, il dit « Oh bon, non, on s'en fout ». Quand quelqu'un se bat avec un autre pour une histoire de portail pas ouvert alors qu'il y a un droit de passage, « Oh, c'est du privé, c'est du privé ». Donc il ne joue jamais le rôle que jouaient les maires autrefois, de mettre un peu d'huile dans les rouages, de dire « Ah, écoutez, Lucienne, viens, je t'offre le café, on va en parler ». Les maires faisaient ça autrefois. Là, ils ont tellement peur de la population qu'ils ne s'asseyent pas à la table de Lucienne pour en parler. Ils se gardent de tout, enfin bon. Et quelqu'un qui parle, ça les surprend. Ah oui, alors là, entre parenthèses, j'ai une mauvaise presse au village parce que je dis les trucs. Parce que vous savez, c'est un peu comme en Corse, il ne faut pas dire les trucs. Quand vous désignez un problème, vous le créez en quelque sorte. Et le deuxième ? Le deuxième quoi ? Livre. Le deuxième livre, c'est ça. Il s'appelle Rhubarbe à Campagnole. C'est l'histoire du Covid en pays rural, avec toutes les absurdités. Je vais vous en donner une qui va vous parler, parce que apparemment c'est votre monde. Le maire galope après des chasseurs. « Oh là là, vous n'avez pas le masque ?» Alors les chasseurs disaient « Bah, il y avait une battue mardi, ils n'avaient pas le masque. » « Oui, mais c'était une battue administrative. » Donc les administratifs avaient le droit de chasser le sanglier sans le masque parce qu'ils étaient administratifs, et le privé non. Ah ben c'est le peuple. Ah mais incroyable. Alors le maire dit, mais sinon ce que je vous dis c'est vrai, la preuve, je vais vous passer à la sous-préfète qui va vous le confirmer. Alors il prend le téléphone, le type il dit, et pourquoi madame la sous-préfète, moi je vous confirme que je vous emmerde. Ça c'est chez nous, ça c'est vraiment une carte postale. Mais voilà, c'est exactement ça, parce que... En effet, là, la sous-préfète, je vous emmerde. Je comprends ça très bien. Et donc, d'ailleurs, entre parenthèses, elles sont de plus en plus rétractées parce qu'elles appliquent des règles absurdes qui ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde chez nous. L'un des grands vices de la société actuelle, qu'on voit bien dans les petits villages où il y a beaucoup de particularisme par nature, c'est qu'ils veulent une seule tête. Voilà. Et que par nature, à la campagne, il n'y a pas qu'une seule tête. Il y a toujours des gens qui dépassent, ne serait-ce que par les oreilles. Il y a toujours l'idiot du village. Tout, absolument. Nous, on a un idiot du village qui passe son temps à galoper, il a une barbe grande comme ça, on l'appelle Moïse. En plus, c'est pas vraiment un idiot, c'est un Asperger dernier degré. Donc mais ça existait toujours. Et on l'écoutait. Hein. Alors, ouais, il est très admis, il parle avec tout le monde, mais il y a un moment où, par exemple, l'abonné au monde, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent de la ville ne savent pas comment prendre ce genre de gens. Ils sont pas habitués à parler à ce qu'on appelle des bobos chez nous. Les bobos, c'est l'idiot dans les villages du Languedoc. Enfin bref. Alors l'autre chose amusante quand même pour décrire un peu ce que je décris, c'est qu'ils essayent pas, mais on dit qu'ils voudraient nous mettre des Afghans dans les 2 ou 3 maisons un peu vides qu'il y a dans le village, mais quand vous réfléchissez, on supporte déjà pas l'arrivée d'un Toulousain, alors vous imaginez si un Afghan se pointe, il va passer un seul quart d'heure. Non, c'est absurde, cette méconnaissance totale de la psychologie locale. Absolument. Ne parlons même pas des armes, ou parlons-en, si, ils ramassent soi-disant les armes, les seules armes qu'ils aient ramassées, c'est des escopettes du 18e. Le reste, toutes les armes un peu de guerre, les armes issues de l'occupation sont dans les grottes. Il y en a plein, il y a plein de grottes chez nous. Il y a plein de grottes. Et je dirais Et connaissant mes paysans en gascon qui ressemblaient aux vôtres, si un jour on leur donnait la permission de tirer sur les Parisiens, peut-être ils ne seraient pas si fâchés que ça. De toute façon, les gens, en général, vous avez vu Le Vieux Fusil, ce film avec Philippe Noiret dans les années... Oui, les campagnards savent très bien quelles sont les circonstances dans lesquelles il faut qu'ils aillent tirer le fusil du carton. Voilà. Ils le savent très bien. On n'a pas besoin de leur faire un cours. Il y a un point de déséquilibre. Et ils arrivent tous en même temps. Ah, c'est marrant, mais c'est vraiment tout à fait le cas. Tout à fait le cas. Alors, chez les Corses, le point est un tout petit peu plus bas. Les Corses, oui. Et d'ailleurs, ils ont assez peu de problèmes d'immigration en Corse. Ils ont traité avec beaucoup de souplesse. C'est vrai. Voilà. Oui.
Oui, mais le téléphone arabe marche assez bien. En tout cas, merci infiniment d'être venu me voir. Vous êtes toujours le bienvenu. C'est gentil, merci. C'était un petit peu... un peu décousu, mais bâton rompu, mais c'est pas grave. Oui. On aurait pu faire la même chose d'ailleurs au café de votre village ou au café. Oui, tout à fait. Enfin, sauf qu'on aurait été très écoutés, parce que là... vous savez, vous avez en Languedoc un petit noyau de 15 personnes qui étaient cégétistes avant, Oui. et qui restent quand même très staliniens dans leur tête. Oui. Et donc, on l'a vu flamber ça pendant le Covid, où ils étaient les premiers à demander le masque tout le temps. Oui. Donc, des anciens communistes... Il y a des gens qui aiment obéir. Incroyable, absolument. Et faire obéir les autres. Ah, surtout. Et voilà, et donc, ne serait-ce que la serveuse du bar, qui était en fait la fille du cafetier, je rentre dans le café, j'étais à la terrasse avec des amis, je rentre pour demander un autre café, je tire la porte, et elle me dit « Vous n'avez rien oublié, Christian ?» Je me dis, merde, j'ai dû leur faire livrer un colis Amazon. Non, et elle me fait le geste du masque. Incroyable. Parce que j'avais tiré le nez à travers la porte. Donc là, si vous voulez, il y a ce stalinisme qui rampe dans la population, a flambé littéralement pendant l'année 2021, et ça ne sera jamais oublié, et ça n'est pas oublié puisque je l'ai raconté de A à Z dans ce petit livre dont nous parlons, et qui s'appelle « Rhubarbe à Campagnole ». C'est très gentil de m'aider à en faire la pub, j'ai pas grand-chose à y gagner financièrement, mais c'est un peu comme un tract, on aime bien que les tracts se distribuent. Voilà, et puis moi j'ai écrit des livres et tout, j'aime bien que les gens en parlent. Vous voyez, je crois que moi j'écris des livres pour me soulager à la limite. Oui, c'est bien. Oui, c'est mieux quand on peut soulager autrui quand même. Oui, je sais, mais en fait j'ai quelque chose à dire, donc j'écris un livre et parfois ça a du succès. Donc. Mais ça doit être terrible de vivre dans un pays où quand on a quelque chose à dire, on ne peut pas écrire pour le mettre. Vous savez, ça doit être... Alors là, je voudrais quand même plaider la cause de X, d'Internet en général. Moi, je suis un vieil auteur maintenant, et donc une quarantaine de livres derrière moi. J'ai écrit quelques essais. Jusqu'à présent, aucun de mes essais ne s'est vendu à plus de 8-10 000 exemplaires, ce qui est déjà vraiment très bien. Oui, très bien. Vous savez ce que je vends pas là, ce que je distribue quand j'écris un essai de 80 pages sur Internet, 150 000, 200 000. J'ai jamais diffusé ma propre prose à un tel degré. Et donc, c'est là que ça se passe. Internet est extraordinairement puissant pour ça. Bien sûr. Si vous faites un J'accuse de Zola maintenant, il ne va pas être lu par les 30 000 abonnés de l'Aurore, il va être lu par la nation entière, des millions. Donc c'est pour ça, c'est d'ailleurs c'est ça qu'ils craignent. Ils craignent que quelqu'un un peu solennel, un peu zolesque, ne s'adresse directement à Macron un beau matin en disant « ça suffit, j'appelle la nation à réagir unanimement contre vous ». Si quelqu'un se mêle de faire ça, il faut qu'il ait la gravitas. Ah oui, ça... Et moi je pense que ça peut arriver, je pense que Philippe de Villiers peut être une sorte d'allumette qui met le feu aux poudres. C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Parce qu'il a la crédibilité. Eh bien, merci infiniment. Alors, j'interromps ça pour deux raisons. D'abord parce que ça fait 1 heure et que d'habitude c'est Et ensuite, il commence à faire une chaleur avec toutes ces lampes. Oui, c'est vrai. Je vous dis pas. C'est vrai.